Bonsoir. J'aurais aimé célébrer une victoire ce soir. Mais permettez-moi de commencer d'abord par vous raconter mon échec depuis bientôt 15 ans. Ça fait 15 ans que j'essaie de trouver une solution à une question. En effet, il y a 4 millions de Burkinabés aujourd'hui qui encore n'arrivent pas à trouver à manger tous les jours. Et parmi ces 4 millions de Burkinabés, la majorité, ce sont des agriculteurs et des éleveurs. Autrement dit, ceux qui sont censés produire pour qu'on mange, eux-mêmes, ils n'ont pas suffisamment à manger. Sur cette terre de nos ancêtres où nous croulons sous les ressources, 9 millions d'hectares de terres cultivables, de l'eau en permanence sous nos sols, du soleil, même si ça brûle, 365 jours, et de la main-d'œuvre habile et travailleuse. Et malgré tout ça, on est encore obligé aujourd'hui d'aller commander à manger dans des pays qui n'ont même pas la moitié de nos ressources. Ça, ce n'est pas burkinabé. Ma dignité est bafouée. Parce que je sais que le burkinabé, il est fier et il ne tend pas la main. Pourtant, c'est encore le cas. Alors je me suis dit, étudiant agronome, que dès que je finis, dès que je mets pied au Burkina, je m'engage à trouver une solution face à ce paradoxe. 2010, effectivement, je rentre. Et mon hypothèse était que on ne produit pas assez parce que nos moyens et nos systèmes de production sont archaïques. Nos moyens sont peu performants. Et donc, il fallait que je m'engage à la recherche scientifique afin de trouver de nouvelles façons de produire beaucoup plus efficaces. J'arrive donc à l'INERA. Je finis de me rendre compte qu'en fait, nos chercheurs bossent. C'est des dizaines de variétés de semences améliorées qui sont trouvées. C'est des méthodes qui permettent de maîtriser l'eau à la parcelle. C'est des méthodes qui permettent de restaurer les sols. On a suffisamment d'innovation en fait pour accroître notre production. Donc le problème est ailleurs. Et en fouillant un peu juste dans les statistiques, je me rendrai compte que à peine 30% des petits producteurs ont véritablement accès à ces innovations. C'était quoi donc le souci? Sûrement un problème d'argent. Parce que j'ai une étude de SOS Fin qui disait que les petits producteurs peuvent accroître leur production de 137% à condition qu'ils aient accès à des outils plus efficaces, plus adaptés. Alors du coup, je me suis dit, ce n'est pas à la recherche que je vais trouver ma solution là. C'est sûrement dans nos programmes et nos politiques agricoles qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts pour accompagner les petits producteurs à accéder à ces innovations et à améliorer leur capacité de production. Et donc, j'ai décidé de m'engager auprès du ministère de l'Agriculture. Je vous expliquerai comment j'arrive à m'engager après. 2013, du coup, j'atterris au ministère de l'Agriculture à la direction de la prospective et de la planification. Je viens tout rêveur avec des idées innovantes que je trouvais révolutionnaires et que je partageais à mes camarades, aux jeunes cadres avec qui je discutais. Pour finir de me rendre compte que les idées que moi je dis c'est révolutionnaire là, il y a longtemps c'est écrit dans des rapports et c'est classé. On a déjà tout écrit. Bon, d'accord. C'est quoi donc le souci? C'est un problème d'application. Parce que j'étais parti du principe que si on voulait véritablement faire les efforts, on pouvait y arriver. Le cas le plus probant, c'est la filière coton. Prenez il y a quelques ans, il n'y a même pas très longtemps,
Vous vous souvenez qu'on était premier pays producteur en Afrique de coton. Comment c'était arrivé? Il y a eu de la volonté pour permettre aux agriculteurs d'accéder à 4 facteurs. C'est même pas beaucoup. Ils avaient accès à des semences de qualité. Ils avaient accès à des engrais de qualité. Ils avaient accès à de la formation. Et surtout, ils avaient accès à un marché garanti. Tout ce qu'ils produisaient était acheté. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est maximiser et produire. On est devenu premier producteur africain. Mais pourquoi ce n'est pas le cas dans les autres filières? Je n'avais pas le temps de répondre à cette question. Parce que vu mon niveau dans la hiérarchie, ce n'est pas demain que j'allais devenir ministre. Bon, je n'avais pas l'astuce pour devenir ministre, donc j'ai préféré quitter. Et j'ai décidé donc de m'engager dans les ONG. Parce que me disant que là au moins, dans les projets de développement, je pourrais enfin trouver une façon d'agir directement dans la vie des producteurs en faisant en sorte qu'ils aient accès aux mêmes 4 facteurs que les cotonculteurs d'avant. 2015, je suis effectivement nommé coordinateur d'un projet au centre nord, c'était à Kaya, et dont la mission était d'accroître l'offre de sorgho et de mil dans la région. Et j'avais pour mission avec mon équipe du coup de trouver des mécanismes qui permettent aux producteurs de sorgho et de mil d'accroître leur productivité. Donc, me voilà avec l'occasion du coup de tester ce que je pensais être la solution. Sauf que dans les lignes du projet, il était écrit, non pas 4 facteurs, mais il y avait de l'argent que pour payer de la semence améliorée. 1 sur 4. Mais surtout, c'était prévu de payer et distribuer aux producteurs. Je dis, parce que si on commence à distribuer, on positionne le producteur dans la posture d'assister. Et c'est clairement pas de cette façon qu'on va trouver une solution durable. On a beau monter des projets, on ne pourra pas toucher l'ensemble des producteurs. Alors ce que j'ai fait, c'est prendre l'argent qui était réservé pour les semences améliorées et je suis allé placer dans une microfinance et monter un crédit pour acheter plutôt des engrais. Et j'ai dit aux producteurs, vous aurez accès à ces engrais à crédit que vous allez rembourser en fin de campagne, mais en nature, c'est-à-dire en déposant juste le mil et le sorgho à la valeur de votre crédit. Parce que dans le même temps, j'avais mobilisé des unités de transformation de mil et de sorgho qui n'attendaient que le moment pour acheter. Donc, j'avais réglé la question du marché. J'avais réglé la question de l'engrais. Et pour la semence, j'ai dit aux producteurs, pour accéder au crédit, là, vous-même, achetez vos semences, mais ramenez-moi le reçu, je vais voir. Si je vois, tu as accès aux engrais. Et enfin, la dernière règle que j'avais posée, c'était vous devriez suivre les formations de nos animateurs. J'avais mes 4 facteurs réunis. On démarre la campagne. Il y a la pluie, ça se passe bien. Et à la fin, pour déposer, à peine 30% des producteurs qu'on a accompagnés ont effectivement remboursé. Ce n'est pas qu'il y a eu une sécheresse ou quoi. Ils n'ont juste pas déposé. Et quand j'ai creusé un peu et que je posais la question de, mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte que si vous ne remboursez pas, on ne peut pas répliquer le mécanisme. Et en fait, vous-même, vous n'aurez plus le même crédit l'année prochaine. Et en fait, on me chuchotera à l'oreille, Cordo, nous tous on sait que projet là, on a donné l'argent pour que tu subventionnes les engrais. Ton affaire de récupérer, on sait que c'est ton deal. Tu as dit quoi? Voici ma première expérience
avec le terrain. Les idées, c'est bien. Hein? Le terrain, c'est la réalité. Et du coup, bon, c'est ça aussi les projets. Ça commence et puis en temps, on te dit c'est fini. Le projet a pris fin. Je n'ai pas eu de deuxième campagne. Mais la chance me poursuivant encore, j'ai été immédiatement recruté par la SNV dans le poste de chargé des finances agricoles. Je suis encore dedans. Donc, je réexplique le même mécanisme intrant. Et on me donne 4 branches à la SNV pour pouvoir dérouler comme je le voulais. Je veux vous accélérer l'histoire en précisant juste 3 faits. Parce que j'ai eu l'occasion de tester le mécanisme pendant 4 campagnes agricoles. Mais je vous dis tout de suite, toutes les 4 campagnes, poteau. Mais je vais quand même expliquer. Une fois, c'était, ok, c'est parce que je vous donne tout cadeau que vous voulez feinter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que toi-même, tu envoies la moitié de l'argent. Je te donne les engrais à crédit. Et les 50% qui restent, tu rembourses à la fin de la campagne, toujours en nature, parce que je considérais que déposer en nature était beaucoup plus facile que d'aller essayer de vendre directement sur le marché. Même ça, toujours pas de 100% de remboursement. Je change de technique. Je dis, bon, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais monter les crédits. Je choisis en fait des communes où en fait on n'avait pas encore expérimenté ça et j'ai formé des groupes de producteurs et je disais maintenant, ok, vous allez prendre les crédits par groupe de producteurs, ce qu'on appelle des groupes solidaires. Ça veut dire que si dedans il y a quelqu'un qui ne rembourse pas, c'est tout le monde qui est concerné. Et on a monté et c'était à eux d'aller monter le crédit par eux-mêmes. Ça s'est bien passé cette fois-ci. Ça a été remboursé. On a reçu, c'était en ce moment du niébé, du sorgho que je récupérais. Ils ont tout remboursé. Mais un autre problème que je n'avais pas anticipé. Parce que quand on calculait pour déposer le niébé, je me souviens que on avait fixé un prix qui était assez élevé. Pour se rendre compte que sur le marché là, ce n'est pas le même prix là. Et donc du coup, si on devait vendre, ça ne permettait plus de couvrir le crédit. Mais c'est nous, on a dit aux producteurs de venir déposer. Donc eux, leur crédit est fini. Voilà Cordo maintenant avec du sorgho et du niébé dans les bras. Je suis allé voir un commerçant et je lui ai proposé, il avait des marchés avec l'État pour donner dans les écoles, les cantines scolaires. J'ai un ami, c'était un ancien collaborateur, Salfo, il s'en souviendra. Le type est venu avec les camions, on a chargé, on a calculé l'argent. Dans ma tête, il fallait voir même les bénéfices qui tournaient. Le type a disparu. À l'heure où je vous parle, il n'a toujours pas remboursé. Ma soeur m'a dit, laisse-moi même avec la bagage, je vais prendre. Il faut laisser. Parce que comme c'est un projet, vous savez, il y a des bagarres aussi, je ne peux pas faire. Et donc je me suis dit, en fait, le problème, ce n'est même pas l'État, c'est les commerçants là. J'ai encore changé d'ennemi. J'ai dit, c'est les commerçants là. J'ai dit, donc cette fois-ci, je ne vais même plus compter sur des commerçants. Nous-mêmes, on va prendre les produits et puis on va trouver le marché, on va vendre nous-mêmes. Et je saute, j'arrive en 2021, où c'était de l'oignon, cette fois-ci. Toujours le même principe, quitte d'intrant à crédit, tu rembourses en nature. L'année précédente, on avait fait exactement la même chose et les femmes avaient remboursé en oignon et on avait acheté le sac à 25 000, alors que sur le marché, l'oignon était acheté autour de 20 000. Parce qu'on avait prévu que cet oignon, une fois stocké, allait prendre de la valeur. Donc on anticipait tout de suite et on donnait des meilleurs prix aux producteurs. Ils étaient que autour de 63 personnes, c'était des femmes. Ça s'est très bien passé, on a dansé Djanjoba et tout ça. 2021, on passe de 63 à plus de 200. On fait le même truc. Dans le remboursement, ils sont venus déposer les sacs. Quand on a amené les sacs à Ouaga, le principe était de reconditionner dans des petits sacs. Pour ceux qui me connaissent, ils ont vu les statuts. On reconditionnait dans des sacs de 25 quand on vendait directement au ménage.
c'est là que je vais voir aussi ce que le producteur peut faire. Il y avait des sacs où c'était juste bourré d'ordures. On n'a pas trié l'oignon. On a laissé avec les feuilles, on a mis pour que le sac soit bien rempli. Il y a des sacs où, une fois qu'on triait, on avait même plus 50 kilos. Mes collègues sont là. J'ai dit, ah. Donc ceux-là même pour qui tu es en train de te battre, là, c'est eux-mêmes, ils sont en train de mettre feu, hein, je ne peux pas dire ça, quelque part. J'ai dit, bon, est-ce que finalement même le commerçant qui nous dribble, est-ce qu'il n'a pas raison? Parce que peut-être que lui-même, il s'est fait déjà dribbler par des producteurs. Mais peut-être aussi que le producteur qui a essayé de me dribbler, il s'est fait aussi dribbler par des commerçants. Et c'est là où, il y a juste quelques semaines, je discutais avec un ami à Kaya. Et encore, on reparlait de Yolse. Encore, je pense qu'il doit être fatigué de moi. Parce qu'entre-temps, j'ai préféré quitter les ONG pour fonder Green Hope avec quelques amis, pour continuer à développer ce mécanisme. Et comme mécanisme intrant, ça ne voulait rien dire, on a préféré l'appeler Yolse, qui veut juste dire soulager du fardeau. Et donc, on a continué ça dans notre propre entreprise. Et quand je discutais avec cet ami, il me dit en fait, mais toi-même, il faut regarder ta logique. Tu dis, toi, ton objectif, c'est accompagner les producteurs pour qu'ils maximisent leurs revenus. Mais si les producteurs doivent maximiser leurs revenus, c'est que peut-être tu as coupé le profit de quelqu'un d'autre pour donner aux producteurs et tu penses que ça va aller. Et c'est là en fait que j'ai pris conscience d'une chose. Certes, on avait peut-être une mission qui paraissait noble, mais en même temps, il y avait un caillou. Parce que moi, je considérais en fait que le commerçant, c'est un faux type. Il fallait donc tout miser sur le producteur et l'aider, alors que le producteur, parfois aussi, il n'est pas simple. Mais qu'est-ce qui justifie cela? C'est notre égoïsme et notre envie de toujours accumuler de l'argent. Ce n'est pas autre chose. Sinon, comment vous pouvez expliquer qu'un fournisseur d'intrants qui va acheter de l'engrais du NPK dans un pays voisin s'arrête à Saint-Cancé, ouvre les sacs, rajoute de l'argile, referme pour revenir vendre à un producteur de Saint-Cancé sans même se demander qu'est-ce qui va se passer dans son champ? On a des producteurs qui ont eu des champs brûlés. Le fournisseur d'intrants, de toute façon, lui, il voulait juste maximiser son profit. Comment vous justifiez qu'un sémencier qui se permette de déclarer 300 kilos à l'INERA parce qu'il ne peut vendre que de la semence déclarée, il déclare 300 kilos, mais il vend 2 tonnes, c'est-à-dire 2000 kilos. C'est qu'il a mélangé avec des grains de consommation. Et tout ça, sans se poser la question, que va devenir le producteur qui va acheter? L'essentiel pour lui, c'est son gain. Comment vous justifiez que le producteur qui accepte de signer un marché avec une jeune entreprise de fabrication d'aliments volailles, qui lui a même donné une avance pour produire son maïs, et qui s'engageait à donner des sacs à la fin de la récolte, mélange ce maïs avec du gravier, juste pour augmenter le poids et redonner à ce transformateur-là. Parce que tout ce qui intéressait ce producteur, c'est maximiser son gain. Mais le problème est encore plus grave. Parce que qu'est-ce qui justifie tout cela encore? C'est que le producteur est tellement sûr que les autres sont également égoïstes, sont également à l'affût, qu'il anticipe même pour faire le bara. Lui-même, en fait, il anticipe pour faire le mal. L'acheteur qui pense en fait que si tu laisses une petite occasion, le producteur va le doubler. Lui-même, il double par anticipation.
Et parce que nous nous sommes donnés pour objectif de, individuellement, maximiser ce qu'on va gagner. Peu importe l'effet que ça fait sur l'autre. En oubliant une chose, l'agriculture, comme dans d'autres secteurs, c'est une chaîne. Le transformateur n'existe que parce qu'il y a un producteur. Le producteur n'existe que parce qu'il y a des fournisseurs d'intrants. Et le fournisseur d'intrants n'existe que parce qu'il y a un producteur qui va acheter. Et si chacun commence à travailler pour sa paroisse, pardon pour le mot, pour sa propre gueule, ce qui va se passer, c'est qu'on effrite tout le système. En essayant de protéger son besoin individuel, c'est tout le bien commun qu'on casse. Pourtant, en pensant ensemble, en pensant que c'est seulement ensemble qu'on peut grandir, on pourrait multiplier davantage ce qu'on gagne. Et je me suis dit, et si on essayait juste de changer d'objectif? Et si l'objectif n'était plus de maximiser de l'argent, mais de décider ensemble que nous avons un objectif, une mission commune, qui est de nourrir chaque personne sur cette terre du Burkina. Si on décidait que c'était ça l'objectif, est-ce que nos rapports n'allaient pas changer? Est-ce que de ce fait, le producteur ne prendrait pas soin de donner du maïs de qualité à son acheteur parce que celui-ci va faire de bonnes affaires et revenir acheter davantage de volume et que lui-même, producteur, aura plus d'argent? Qu'est-ce que vous pensez que si le fournisseur d'intrants donnait des engrais de qualité au producteur et que celui-ci avait une bonne campagne, est-ce qu'il n'allait pas appeler même ses voisins à venir acheter chez ce fournisseur d'intrants? Est-ce qu'il ne ferait pas, du coup, plus même de marge? Et si on essayait juste de devenir bienveillants les uns envers les autres? Parce que ne croyez pas que penser commun, c'est être généreux ou être Mère Teresa. C'est même très égoïste. Parce que dans bien commun, là, il y a nous dedans. Personne ne peut survivre en dehors du système. Et si on continue de déliter notre système agricole, c'est plus de 7 millions de Burkinabés qui vont crouler, qui sont morts dans le désespoir et qui malheureusement aujourd'hui sont en train de troquer les dabas contre des mitraillettes. Et si on protégeait nos petits producteurs, et si on faisait en sorte que on relève à nouveau le métier, qu'on n'entende plus, si tu ne bosses pas bien à l'école, tu vas aller cultiver. Rendons l'agriculture sexy. Rendons l'agriculture rentable. Et la seule façon de le faire, c'est de bosser ensemble. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais je vais encore reprendre mon bâton de pèlerin. Et puis ce que je vous ai dit là, je vais essayer encore. Et puis peut-être l'année prochaine, je vais venir vous rendre compte. En attendant, s'il y a des fournisseurs d'intrants, s'il y a des aspirants producteurs, s'il y a des transformateurs, venez. Venez qu'on essaie. Essayons de faire de l'agriculture autrement et regardons ensemble le résultat. Certainement qu'on en inspirera beaucoup. Je vous remercie.